dans le grand dossier sur LCI. C'est l'un des événements politiques de ce début d'été. Cette pétition dont les signatures s'envolent. Plus d'1 600 000 signatures. Effectivement, c'est inédit. Cela ne s'était jamais vu sur une pétition sur le site de l'Assemblée. Pétition contre la loi du plomb votée le 8 juillet, sans débat. Alors, jusqu'où peut-elle aller, cette mobilisation inédite? Que peut-elle changer? Et comment? C'est le président de la République qui devra éventuellement trancher. Du plomb, une pétition pour changer la loi, c'est le thème de notre grand dossier. J'appelle le président de la République à ne pas promulguer la loi, et à entendre cette mobilisation citoyenne. Et j'appelle vraiment les citoyens et citoyennes qui nous écoutent à signer cette pétition. C'est très important, quel que soit votre bord politique, quelles que soient vos opinions politiques, de signer la pétition pour dire combien votre santé est précieuse, combien pour vous l'argent n'a pas de valeur par rapport à la santé d'un enfant. C'est extrêmement important. Voilà, Sandrine Rousseau qui était sur notre antenne hier soir. Et pour en parler, pour débattre de ce thème, de ce grand dossier, Guillaume Roquette est avec nous. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Renaud Pilat est également à nos côtés. Renaud, bonsoir. Mathilde Guénégan, journaliste politique TF1 LCI. Bonsoir Mathilde. Et nous sommes également avec Loïc Kervran. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député Horizon du Cher. Le compteur de la pétition contre la loi du plomb avance toujours aussi vite. On va regarder le dernier compteur. Plus d'1 600 000 signatures ce mardi. D'ores et déjà, le gouvernement y a répondu. On va se poser la question de l'après. Les chemins possibles, les conséquences politiques. Mais avant cela, eh bien, on va aussi parler de ces violences à l'encontre des députés qui ont voté la loi. Des permanences ont été vandalisées. Il y a eu également aussi des insultes, des injures. On va écouter ce député Philippe Brun, qui était invité de la matinale Bonjour ce matin sur TF1, qui apporte son soutien à ses collègues. On l'écoute. Les permanences d'élus doivent être des sanctuaires. Ceux qui y travaillent en vérité, souvent sont des salariés qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les partis politiques et qui se retrouvent souvent en grande difficulté. Donc oui, évidemment, soutien à mes collègues qui ont été emmurés ou dont les permanences ont été dégradées. Alors Loïc Kervran, vous n'avez pas été emmuré, mais effectivement vous avez été aussi visé par des insultes, je crois. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Oui, des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je rappelle quand même, et c'est important, que y compris des députés qui n'ont pas voté la loi du plomb ont été visés par des actions contre les parlementaires, et moi je fais pas... Par des agriculteurs, effectivement, il y a eu des députés écologistes, effectivement, voilà, qui ont été aussi, qui ont vu leur permanence vandalisée, tout Exactement. À fait, à Montpellier notamment. Mais ce que je dénonce, je crois que l'extrême gauche a une responsabilité dans le fait, quand vous dites que tel député qui a voté la loi du plomb va donner le cancer à des milliers de personnes et à des enfants, vous justifiez derrière beaucoup de violence à l'encontre de ces députés. Et c'est ça, c'est beaucoup de fake news qui derrière alimentent la violence. Et des fake news qui sont alimentés directement, vous pensez, par certains partis politiques? Oui, clairement, il y a une partie de la gauche qui essaye de se refaire une santé électorale sur cette loi en n'en prenant qu'un bout, en prenant que la question de l'acétamipride, alors qu'il y a plein d'autres choses dans cette loi dont ont besoin les agriculteurs, et qui fait un lien avec le cancer, alors même qu'aucune étude scientifique ne démontre ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une utilisation par facilité, sans doute, de l'émotion, de la question des cancers pédiatriques en particulier, pour aller chercher un gain politique. Mais tout ça, ça a un coût pour la qualité du débat démocratique. Et le premier coût, c'est les menaces, les insultes dont nous sommes victimes. C'est le miroir, Renaud Pilat, effectivement, de ce moment qui est très tendu, mais des moments qui s'enchaînent en fait et qui viennent parasiter le débat parlementaire. Oui, malheureusement, les violences contre les élus, c'est pas nouveau. C'est évidemment scandaleux, inacceptable, quelles que soient les tendances politiques. On le voit depuis 10-15 ans, la radicalisation de la part de militants ou de non-militants, sans rappeler évidemment le mouvement des Gilets jaunes. Donc, condamnation qui devrait être totale de ces menaces contre les élus. Il faut voir ce que c'est, parce que vous parlez de ces menaces, mais évidemment, on a aussi des menaces contre le logement de tel élu, menaces sur leur famille, et après, on se plaint qu'on a du mal à trouver certains candidats de qualité pour les élections. Cela dit, si, pour sortir de ce débat sur les violences, si cette
pétition s'enflamme depuis quelques jours, si ce texte, proposition de loi Duplon, provoque un tel brouhaha, une telle polémique, c'est parce que, et on va y venir, me semble-t-il, le travail parlementaire au mois de juillet sur cette proposition de loi est obsolète, incompréhensible pour beaucoup de Français. Évidemment, il trouve son origine dans la dissolution où il n'y a pas de majorité absolue, mais ça montre que certains mécanismes institutionnels de la Ve République en 2025, eh bien, ils ne passent plus. Motion de rejet, 49.3, on va l'expliquer. Eh bien, quand vous avez effectivement des partis d'opposition qui ont fait le job de l'opinion, ce que n'ont pas fait la majorité relative, eh bien effectivement, ça passe pas. Oui, et Loïc Avran, vous estimez qu'il n'y a pas eu assez de débat justement pour expliquer, pour faire de la pédagogie autour de cette loi. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée. Oui, moi je suis d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt simple pour notre démocratie qu'il y ait beaucoup de citoyens qui commencent à signer des pétitions sur un sujet comme celui-ci ou sur d'autres. D'ailleurs, il faut trouver de manière collective comment est-ce qu'on fait vivre la démocratie entre les élections. Là, on en a un bel exemple et je pense que c'est important qu'on ait un débat aussi pour discuter de tout un tas d'assertions qui sont jetées dans le débat public comme ça, sans aucune base scientifique et avec des opinions purement politiques. Alors, ce n'est pas que des opinions, il y a les scientifiques qui s'expriment. Bien qui sûr. s'expriment sur les médias, qui s'expriment dans la presse. Il y a eu des tribunes, il y a eu des médecins. Donc, en fait, toutes ces personnes-là ne disent pas des paroles en l'air. Non, mais tout ne se vaut pas. Au moment du Covid, on avait aussi des scientifiques et des médecins qui disaient la vaccination, que c'est extrêmement dangereux. On vous conseille plutôt de prendre tel et tel produit, etc. Surtout, vous avez toujours ça. Mais la réalité, quand même, quand vous regardez l'EFSA, qui autorise dans tous les pays européens. L'agence européenne. Voilà, l'agence européenne EFSA, c'est la base de l'autorisation de ces produits dans toute l'Union européenne. Eux, ils ont revu toutes les études scientifiques, ils ont fait une analyse de la solidité de ces études, etc. Donc tout ne se vaut pas non plus. Oui, mais tout n'est peut-être pas clair aussi dans la tête des citoyens. On rappelle que c'était un pesticide qui était interdit en France depuis 2020. Mathilde Guénic. En fait, il y a deux choses et ça montre aussi la question de la qualité du débat qu'il doit y avoir au Parlement. C'est qu'on voit sur les bases scientifiques, en l'espèce, effectivement, il y a peu d'études. Les études qui ont été menées sur quelques cas et ça manque en fait. Et c'est pas parce que ça manque de données scientifiques qu'il y a un problème ou il n'y en a pas. C'est difficile de trancher. Et on voit bien que dans le socle commun, qu'il y a quand même un côté où on se dit peut-être qu'on a mal emmanché le débat. On voyait Gabriel Attal hier qui était ouvert à un nouveau débat en appelant à l'ANSES, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour un avis avant. C'est bien de le faire maintenant. Ça aurait été peut-être bien de le faire au moment où on avait commencé à discuter avant des votes. Guillaume Roquette. Oui, d'ailleurs, il y a déjà un avis qui a été donné et cet avis disait qu'on ne pouvait en aucun cas conclure au caractère cancérigène de ce fameux produit, l'acétamipride. J'arrive jamais à le dire, alors je lis mon texte. Vous l'avez bien dit. Je trouve que c'est intéressant, ces violences, parce que je pense qu'elles sont révélatrices de quelque chose. La violence est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette pétition, c'est pas tant le fait qu'il y a beaucoup de gens qui votent, ça c'est très bien, c'est les peurs qui sont agitées derrière et qui, moi, me rappellent un peu ce qui s'est passé il y a 15 ans autour du nucléaire. Et le résultat des courses, c'est que les autorités politiques ont été tétanisées à cause d'un discours complètement irrationnel en expliquant que le nucléaire était extrêmement dangereux. Et le résultat des courses, on a fermé Fessenheim et on a perdu des années dans le programme nucléaire. Quand tous les autres pays européens, tous, acceptent ce produit, sauf nous, peut-être qu'on devrait se demander si on est plus intelligent que tout le monde ou alors on est peut-être entre les mains de certains lobbies qui sont extrêmement efficaces. Et peut-être que la France aussi peut montrer la voie. Il y a cette question de santé publique qui est mise sur le tapis. Les Français, ils sont de plus en plus sensibles. Est-ce que peut-être que ces signatures qui s'affolent, cette pétition qui monte, c'est aussi le reflet de ces Français qui s'inquiètent pour leur santé? Alors déjà, il faut dire que ça représente, 2% du corps électoral. Donc c'est pas non plus la totalité des Français qui se saisit de ce sujet. Je rappelle aussi que ce produit, il est disponible dans toutes les animaleries pour faire des colliers anti-puces pour les chiens. Alors ça a été fact-checké, c'est faux. En France, les colliers qui ont ce produit-là ne sont pas vendus. Alors, ça a été fact-checké plusieurs fois par des confrères. Ils ne le sont plus, mais ils l'ont été longtemps. Et de la même façon, ce produit, sauf erreur de ma part, on le trouve aussi en droguerie pour certains produits de type insecticide contre les cafards, par exemple. Donc évidemment que il n'y a aucun produit phytosanitaire qui soit totalement inoffensif quand l'utilisation n'est pas contrôlée. Mais il me semble, pour ce que
j'ai lu de ce texte, et je l'ai lu, que c'est pas une autorisation comme ça à 100%. Elle est extrêmement encadrée dans des conditions qui sont strictes, et encore une fois dans le respect de ce que les autorités de santé européennes ont demandé. Oui. Loïc Evran, justement, vous avez été menacé, on vous a dit vous allez propager le cancer, etc. Vous percevez effectivement ces questions de santé publique qui sont de plus en plus présentes dans le débat et qui font effectivement peut-être que les Français s'intéressent à cette pétition et veulent finalement y participer. Bien sûr, et comme je disais, je pense que voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait un débat. Mais rendez-vous compte que si on interdit aux agriculteurs un produit pour lequel on n'a aucune étude scientifique, je le répète, qui montre un caractère cancérigène. Imaginez qu'on interdise ça aux agriculteurs qui en ont besoin, alors même qu'on autorise, parce que dans les colliers pour chats et chiens, on n'a pas d'acétamipride, mais on a un autre néonicotinoïde qui, lui, est complètement interdit en usage agricole. Donc vous voyez le deux poids, deux mesures. La masse la plus importante en termes de vente, de poids de cette molécule, c'est l'usage domestique, c'est des insecticides, des barrières anti-fourmis, c'est des sprays désinfectants, c'est ça. Et donc il y a quelque chose de dingue de se dire, on va interdire un produit pour lequel on n'a aucune certitude de sa dangerosité aux agriculteurs, et par contre on l'autorise dans tout un tas d'autres, et d'où aussi le choc. Il faut aussi entendre ce choc chez les agriculteurs, et cette idée, après les propos de Sandrine Rousseau, la rentabilité des agriculteurs, on n'en a rien à péter, etc. Cette façon d'être mise en accusation. Son avis ne reflète pas effectivement l'avis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un constat peut-être d'échec dans la politique menée par le gouvernement, de se dire ce produit a été interdit et on a eu 4-5 ans où on n'a pas trouvé d'alternative, et c'est un peu un échec de se dire on est obligé de revenir sur quelque chose qu'on avait interdit parce qu'on n'a pas assez investi. Est-ce que c'est pas là aussi en fait ce qui manque dans le débat ? Je pense que collectivement, on préférerait tous qu'il y ait des alternatives. Mais justement là, la loi, elle dit quoi ? Elle dit pas c'est open bar, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce produit. Elle met des conditions. Elle dit d'abord qu'il faut qu'il y ait une menace sévère sur les récoltes, et elle dit qu'il faut qu'il n'y ait pas d'alternative ou qu'elle soit insuffisante. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas investi pour trouver l'alternative pendant 4-5 ans aussi. Vous voyez le décalage entre l'idée que la France serait complètement submergée par ce produit, qu'on provoquerait des milliers de cancers, etc., et la réalité d'un usage extrêmement limité. On parle de moins d'1% du territoire national, et encore si les dérogations étaient acceptées, si les conditions étaient remplies. Et quand on regarde les 2 dernières années agricoles, ces conditions n'auraient pas été remplies, par exemple. Donc il y a une forme de disproportion quand même sur ces sujets-là. François Gémen, vous nous avez rejoint. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, professeur HEC, membre du GIEC, qui est co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat. On voit que les questions de santé, elles sont de plus en plus présentes dans le débat public, que les citoyens veulent s'en emparer, et on voit aussi que les débats sont de plus en plus tendus avec des députés qui se font menacer, qui se font injurier. On a l'impression qu'effectivement, il faut remettre un peu de l'ordre dans ce débat, qu'il faut l'éclairer aussi. Bien sûr, et on voit que le débat est d'une part de plus en plus polarisé et va se focaliser sur des enjeux qui sont en fait largement symboliques, comme cette molécule. Et pourquoi est-ce que le débat va se focaliser de façon un peu passionnelle et parfois, il faut le dire, irrationnelle sur ce sujet ? Parce que je crois que derrière cette pétition et derrière le succès de cette pétition, il y a une sorte d'expression, d'une frustration de beaucoup de gens face au recul écologique. Et en réalité, ce qu'il y a avec cette loi du plomb, en fait, c'est pas tellement la loi en elle-même, qui est évidemment beaucoup plus large que la question de l'acétamipride, c'est que la réintroduction de ce néonicotinoïde représente de facto un recul. Il était interdit pendant plusieurs années, il est réintroduit, et donc on peut discuter de savoir si c'est justifié, proportionné ou pas, mais c'est un recul. Et par rapport à la somme des reculs accumulés depuis ces dernières semaines et ces derniers mois, par rapport auxquels beaucoup de gens se sentent impuissants, il me semble que cette pétition offre d'un coup une sorte d'échappatoire, une sorte de moyen de pression et d'exprimer son désaccord, non pas seulement sur cette question symbolique du néonicotinoïde, mais sur l'ensemble des reculs qu'on a constatés depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Et d'un coup, toute une série de gens qui se sentaient très impuissants par rapport à ça se disent « là, on peut faire quelque chose et donc on va signer cette pétition et il va y avoir un débat, etc. » Oui, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est comme pour les Gilets jaunes où le gouvernement d'Édouard Philippe n'a pas vu arriver le mouvement, alors qu'il y avait pourtant des articles, des sociologues qui au début disaient vous allez voir, ça va monter, non, on ne recule pas sur une petite taxe carbone, sinon on ne pourra plus réformer. On a vu, ça a ruiné les années suivantes. Là, c'est la même chose. Quel manque de flair
franchement, au sein du gouvernement et au sein de la majorité relative, qui d'ailleurs est divisée. Les LR, évidemment, sont pour, le RN est pour, chez Horizon... Bon, et chez Renaissance, parti de Gabriel Attal, il y a des oppositions. Le manque de flair, pourquoi ? Parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Le levier de la santé explique le succès de cette pétition. Évidemment, quand on parle de la frustration, comme l'expliquait évidemment, et c'est malheureux. Franchement, les débats sur le climat n'intéresse plus que lorsqu'il y a 3 semaines un incendie ou lorsqu'il y aura une vague de 1, 2, 3 mètres. Sinon, une majorité de Français n'y pensent plus ou s'en fichent en disant de toute façon, nous en France on fait des efforts plus que les autres. Donc ces débats n'intéressent pas. Là, la santé. Priorité numéro 1 dans les enquêtes d'opinion avec le pouvoir d'achat. Donc ce levier-là, je pense qu'en amont, avec des élus de terrain, il y a des enquêtes d'opinion. En amont, il y aurait pu avoir quelqu'un qui dise, franchement, une motion de rejet sur un texte, ça va s'enflammer parce que les oppositions radicales ou non en face vont faire leur job. Oui. Et je suis désolé, on est le 22 juillet, la bataille de l'opinion, pour l'instant, elle est perdue par le gouvernement et la majorité relative. Où sont les voix fortes ? Où sont les scientifiques qui défendent ce texte ? Où sont les élus et les scientifiques allemands, portugais, belges, nos voisins qui défendent cet insecticide ? On les entend pas. On entend la pétition et les auteurs. Pour compléter le propos de Renaud, en fait, ça dépasse clairement, et on voit la classe politique. Moi, je couvre globalement la gauche. La gauche, elle vient même pas d'eux-mêmes, en fait, la pétition. C'est une étudiante qui est peut-être militante dans des cercles, mais je peux vous dire que plus de 1 million de votants, quasiment 1,6 million, peut-être 2 millions, ça va bien au-delà des cercles vraiment militants. Et j'échangeais avec un élu écologiste dans la journée, et même lui reconnaissait, ça nous dépasse. Donc maintenant, le rôle des oppositions qui ont aussi raté ces moyens-là, parce qu'ils ont raté les débats à l'Assemblée, ça va être de se dire comment on anticipe la suite, et je pense que c'est ce qu'on va aborder dans un instant. Je pense que c'est même pas une pétition d'opposition. Moi, je connais beaucoup de gens de droite qui l'ont signée. Exactement, ou RN, bien sûr, c'est transversal. C'est ça. Mais ça aurait pu être la gauche qui organise la suite, en fait. Justement, quelle est votre réaction, Loïc Hervan, quand vous entendez ce que dit François Gemène ? Effectivement, il y a peut-être des gens de droite qui l'ont signé aussi. Moi, je suis moins optimiste que mon voisin. Je crains que ça soit pas tellement le climat, l'écologie, la biodiversité qui mobilise, mais je pense que c'est vraiment le sujet de la santé, et c'est vraiment la fake news du lien avec le cancer qui est allé chercher un ressort émotionnel et qui joue aussi sur quelque chose d'un peu populiste, sur le thème, vous avez une poignée de gens qui sont des politiques qui vont empoisonner la population. C'est quand même ça le fond. Et je pense que c'est une bien plus mauvaise raison que celle que vous avancez. Je préférerais, à titre personnel, la vôtre. Après, je pense qu'on paye aussi un processus et une situation. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où la difficulté du gouvernement à porter des projets de loi devant l'Assemblée, des textes qui viennent de lui, fait qu'il utilise beaucoup de propositions de loi sénatoriales. Or, les sénateurs n'ont pas du tout le même lien avec la population que les députés, la même pression, les mêmes capteurs. Nous, on a été nombreux. C'est une forme de piège politique, évidemment, pour nous. Je ne sais pas si un texte issu de l'Assemblée aurait comporté, ou même discuté à l'Assemblée finalement, aurait comporté cette clause-là. Mais vous leur avez dit aux sénateurs ? Il y a eu des échanges ? Oui, et on a beaucoup atténué le texte sénatorial, qui franchement, au début, c'était un peu du gros rouge qui tâche, pardon de le dire comme ça. Mais ça a été clairement atténué. Donc on paye, je crois, aussi toute une situation. Donc si on vous écoute, vous êtes plutôt favorable à la tenue d'un débat? Moi, je suis très favorable à la tenue d'un débat. Après, on peut discuter indéfiniment de qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas eu de débat. Je pense que quand on pose 3500 amendements sur un texte comme ça, où on sait qu'on est en fin de session, etc., je ne suis pas sûr qu'on veuille vraiment un débat, surtout quand vous regardez le détail des amendements. Et attention à la frustration démocratique aussi, parce que je pense que beaucoup de gens qui signent la pétition pensent de bonne foi que si la pétition atteint un bon nombre de signatures, on va pouvoir revenir en arrière. Or, à l'évidence, on ne reviendra pas en arrière, et donc il ne faudrait pas que ça soit un débat juste pour dire d'avoir organisé un débat et puis bonsoir tout le monde et bonnes vacances. Et effectivement, et on verra d'ailleurs avec vous, Mathilde de Guédénac, quelles sont les pistes possibles, et peut-être effectivement que ça peut aussi aboutir à peut-être une nouvelle loi. Qui sait, on va en tout cas le voir avec vous. En tout cas, concernant ces violences, ces menaces dont vous avez été la cible, l'entourage du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il demanderait au procureur d'être d'une grande fermeté. Le ministère de la Justice va demander au procureur de signer
systématiser les poursuites pénales et de mettre en place un accompagnement individuel lorsque les parlementaires sont menacés, quel que soit leur vote sur cette loi. Il y a aussi Gérard Larcher qui a effectivement réagi. Les attaques et menaces visant les parlementaires sont inacceptables. Je leur apporte tout mon soutien. Et il disait également que la science et la raison ont été dépassées par la polémique. Une pétition ne peut pas remettre en cause la démocratie représentative. Le Parlement a voté un texte équilibré, fruit de discussions et de compromis. Bon, là, effectivement, c'est pas tout à fait, Guillaume Roquette, ce qui ressort de cette pétition et des signatures qui la composent. Alors, ce qui est vrai, c'est que, en particulier à l'Assemblée, peut-être qu'on y reviendra, cette loi, elle est passée dans des conditions un peu rocambolesques et qui ne sont pas des conditions de l'exercice serein de la démocratie. Mais je pense que, pour en revenir un instant à ces violences, quand vous avez des responsables politiques de premier plan, comme Sandrine Rousseau qu'on écoutait à l'instant, qui disait que cette loi était dangereuse pour la santé de nos enfants. Quand vous avez Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidence de la République, qui affirme, alors que c'est un mensonge éhonté, qu'on a prouvé que ce produit était, ce fameux néonicotinoïde était cancérigène, après ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des violences, parce que vous avez des professionnels de la violence, mais vous avez aussi des gens qui se disent, mais si la santé de mes enfants est en danger, alors tous les moyens sont bons. Et c'est ça qui est assez inquiétant, mais peut-être que c'est un des signes de ce qui est devenu notre débat démocratique, c'est qu'on ne peut plus avoir de débat rationnel. Quand vous avez à l'Assemblée nationale une jeune femme qui est soignée pour un cancer et qui est chauve et qui crie aux députés « vous êtes des empoisonneurs », mais il n'y a plus de débat possible, vous comprenez, il y a un effet de sidération qui submerge tout, et moi effectivement ça me rappelle un petit peu la campagne des antivax, c'est-à-dire que pendant le Covid, les arguments scientifiques n'étaient plus entendus, et chacun s'enferme dans ses convictions avec une radicalité qui est de plus en plus forte. Les intimidations, elles sont des deux côtés, si je peux me permettre. Et on aimerait que le ministre de l'Intérieur, qui est à l'intérieur aujourd'hui, y ait les mêmes propos qui sont tenus. Philippe Brun, qu'on a entendu, qui a apporté son soutien, et les intimidations des agriculteurs, elles ont aussi été présentes. En fait, les violences, elles pourrissent tous les débats. Philippe Brun, il s'est fait emmurer sa permanence dans l'heure. Donc en fait, on ne peut pas aussi avoir une indignation à géométrie variable. Le constat est que les violences sont néfastes, et en fait, la réponse, elle doit être la même, quel que soit le parti et la personne qui est visée, ce qu'on n'entend pas tout le temps. Oui. Mais effectivement, il y a des violences des deux côtés. Mais pour revenir sur le véhicule, comme on dit chez les politologues ou à l'Assemblée, le véhicule législatif qui porte ce texte, c'est une proposition de loi, effectivement, de sénateurs. Dans ce cas-là, par exemple, il n'y a pas d'étude d'impact. Il y a une étude d'impact quand il y a un projet de loi gouvernemental. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans l'urgence. Il y a effectivement une demande sûrement effectivement rationnelle et très forte des agriculteurs français. On peut les comprendre. Ils sont plus que 380 000. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Tous les voisins européens qui peuvent cultiver sereinement certaines productions. Et eux, non, on leur interdit. Donc, les sénateurs, faut aller vite. Pas d'étude d'impact. Pas de comité ad hoc de scientifiques. Encore une fois, français et européens. Enfin, on vit en Europe. À 50 km, 100 km, on pourrait avoir des élus européens ou des scientifiques qui viennent expliquer dans des auditions qui feraient une audience. Vous avez vu comme dans un monde rêvé, effectivement. Non, mais non, c'est dans un monde organisé. C'est dans un monde organisé. Non. Les gens sont de bonne foi. Non, parce que ces études, elles existent. Je veux dire, l'agence européenne de la sécurité sanitaire, elle a rechecké toutes les études qui ont été faites sur ce sujet. Donc, les éléments rationnels, les éléments scientifiques, ils existent, mais je pense qu'il y a un certain nombre de biais, de biais cognitifs. C'est encore un tiroir qu'on n'a pas ouvert, c'est celui des réseaux sociaux, parce que quand vous êtes sur X, vous avez vraiment l'impression que on est en train d'avoir une bataille pour la survie même des Français. D'ailleurs, vous avez vu dans le texte de la pétition fait par cette jeune femme, de cette jeune étudiante, qui d'ailleurs ne veut pas apparaître dans les médias. Ça serait intéressant de savoir qui c'est, mais ça c'est autre chose. Elle dit « Cette loi est dangereuse pour toute l'humanité ». C'est-à-dire, quand vous en arrivez à de telles outrances, moi je ne suis pas certain qu'un débat de bonne foi soit encore possible. Voilà, elle dénonce l'aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire que constitue selon elle cette loi. François Gemel. Ceci dit, attention, c'est pas garanti que c'est pas parce que l'acétamipride est pour le moment autorisée dans 26 pays européens sur 27 qu'elle va le rester. Il faut rappeler qu'il y a des études qui sont en cours sur des cohortes standardisées
dont les résultats vont être publiés en 2026, et c'est sur la base de ces résultats l'année prochaine que potentiellement la Commission européenne prendra une décision. Donc on pourrait se retrouver l'année prochaine avec une interdiction sur l'ensemble du territoire européen. Mais on serait tous à égalité. Et là, on serait tous à égalité. Donc ça serait bien. Voilà. Oui, effectivement, c'est compliqué parce que c'est très encadré par l'EFSA, effectivement, cet insecticide. Hein, il y a vraiment des en fait, les études qui ont été faites sur les impacts humains, pour le moment, n'ont pas été faites sur des cohortes standardisées. Ce qui veut dire qu'il est difficile de les comparer à la nocivité d'autres molécules. Et donc, on a recommandé ces études sur des cohortes standardisées. Et les résultats sont attendus l'an prochain. Oui, effectivement, avec des scientifiques aussi qui disent, notamment, je cite Philippe Grandcola, hein, qui est directeur de recherche au CNRS et qui s'est exprimé, qui a d'ailleurs démonté, Mathilde Guénégan, les arguments qui avaient été exposés par Gabriel Attal, notamment sur Instagram. Il avait expliqué pourquoi il avait voté la loi du plomb et ce scientifique avait repris un à un ses arguments. Effectivement, voilà ce qu'il dit: à mesure que les études s'accumulent, les effets de l'acétamipride s'avèrent importants. Voilà ce qu'il dit. Il dit également que ce produit est nocif pour les abeilles domestiques. Il l'est encore plus pour d'autres organismes, d'autres pollinisateurs. Il y a, selon lui, un consensus parfaitement clair dans la communauté scientifique sur le sujet. Sur le fait qu'il soit nocif pour les abeilles et pour les insectes, heureusement, c'est un insecticide, c'est vraiment la base du produit, ça sert à ça. Donc la question, c'est de savoir s'il y a une question de proportionnalité et si effectivement les effets sur les insectes et en particulier sur les abeilles sont proportionnels par rapport aux bénéfices qu'on en tire. Il est certain que sur les produits sanitaires, sur les pesticides, sur les insecticides, il est certain que vous avez des impacts importants sur la biodiversité. C'est le but de ces produits. Donc la question, c'est le calcul coût-bénéfice. Est-ce que le coût sur la biodiversité est justifié par les bénéfices agricoles? C'est pour ça que certains insecticides sont interdits, d'autres pas. Et c'est ce que regarde d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Bien sûr. Voir si coût-bénéfice. Dans cette loi, le véhicule, la forme et sur le fond, quel est le bénéfice et quel est le coût? Encore un point, sur ce sujet, contrairement au climat, vous n'avez pas de panel international de scientifiques, comme vous pouvez avoir le GIEC pour le climat ou l'IPBES pour la biodiversité. Et donc, de ce fait, vous allez avoir plusieurs avis scientifiques qui vont créer énormément de perturbations pour le public parce que vous allez avoir parfois des avis contraires ou des avis qui ne portent pas exactement sur la même chose, la possibilité d'instrumentaliser ces avis. Et ça souligne quand même l'intérêt d'avoir ces panels internationaux qui formalisent à un moment donné le consensus scientifique. Oui, effectivement. Et là, on en arrive à un consensus quand même assez large, 99,9999% concernant en tout cas le GIEC. Mathilde Guénégan, alors c'est vrai qu'on a vu d'un côté Gabriel Attal défendre point par point tout ce qu'il avait dit, ce pourquoi il avait voté pour la loi du plomb, et on le voit aujourd'hui demander effectivement un avis de lancer. Ça aussi, ça peut perturber aussi les citoyens. L'une des leçons de cette séquence, c'est qu'on voit avec la majorité difficile qu'il y a à l'Assemblée, qu'en fait, il faut prendre le temps du débat. Toutes les discussions que nous avons là, c'est des discussions qu'il aurait fallu avoir en audition, en débat public. On voit qu'à l'Assemblée, il y a un peu un embouteillage de textes, plein de choses. On peut peut-être se dire que la leçon à tirer pour les partis et tous partis politiques confondus, face à la situation actuelle et la difficulté de faire passer des textes, il faut peut-être moins de textes et prendre plus le temps de débat que d'y aller au forceps. Oui, Loïc Avran. Oui, mais ce n'est pas une question d'embouteillage politique. La réalité, c'est que la gauche et l'extrême gauche, plus les écologistes, avaient déposé en tout ces 3500 amendements pour bloquer, pour empêcher le débat. Donc, oui, mais enfin, vous ne découvrez pas ça, c'est un grand classique. La droite a fait pareil, tout le monde a fait pareil. Bien sûr, mais là, moi, je suis encore une fois pas très optimiste parce que finalement, donc, ils tirent les bénéfices politiques de ça. Et ensuite, la discussion n'est pas sur les abeilles, n'est pas sur les pollinisateurs. Elle est sur une fake news, sur la question du cancer, et qui vient juste chercher l'émotion. Et moi, je pense que ça montre une dégradation globale du débat public depuis quelques années. En prenant le temps du débat, vous ne pensez pas qu'il y aurait eu le temps, justement, que ce sujet-là discute, soit infusé et autres? On a abaissé des barrières morales. Je pense que les politiques, les hommes politiques, se seraient empêchés eux-mêmes, auraient refusé d'utiliser des arguments qu'ils savent pertinemment faux d'un point de vue scientifique aujourd'hui, avec les connaissances actuelles, juste parce que ça a un intérêt politique. Aujourd'hui, on est dans un monde, avec les réseaux sociaux, etc., on utilise ce ressort émotionnel, même s'il n'y a aucune base scientifique derrière. Et c'est notre devoir, je trouve, collectivement, politique, médias, etc., de résister à ça. D'autant plus important, effectivement, cette société de l'émotion pure dans laquelle on est désormais, et une émotion que l'on peut, et c'est totalement nouveau, déverser
à des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes. Avant, ces émotions, on les déversait en famille ou dans le bar d'à côté. Donc effectivement, ça touchait la famille ou le bar d'à côté. Désormais, vous avez effectivement, lorsque vous avez une peur, vous la mettez sur votre réseau social, et lorsque vous avez 50 000, 100 000, 300 000 abonnés, effectivement, eh bien, ça peut faire une pétition qui s'enflamme. Mais les algorithmes qui vont favoriser les émotions négatives plutôt que les émotions positives. Mais l'anticiper, il faut l'anticiper, ça. On est dans ce monde-là désormais. Allez, restez avec nous. On va rester sur ce thème, évidemment, c'est le thème de notre grand dossier. On va s'intéresser à savoir quel est l'avenir possible pour cette pétition, quelles sont les différentes pistes aujourd'hui qui sont sur la table. À tout de suite sur LCI. Retour sur le plateau du Grand Dossier avec tous nos invités, nos experts. On se pose cette question à présent, quel avenir pour cette pétition contre la loi du plomb? Plus d'1 600 000 signatures au compteur. La dynamique ne semble pas s'arrêter. Alors sur quoi peut-elle déboucher? C'est ce que l'on va regarder à présent avec vous en détail. Mathilde Guénélan, venez avec moi. On va se placer devant le grand écran pour tout comprendre de ce qu'il va se passer. On va faire le point. Première option, Mathilde, la loi du plomb peut donner lieu à un nouveau débat. Oui, alors sur certaines conditions, le chemin législatif de cette proposition de loi n'est pas terminé. Il a été officiellement voté le 8 juillet. La gauche a saisi ensuite le Conseil constitutionnel pour demander un avis. La décision sera rendue au plus tard le 10 août. Je dis au plus tard puisqu'il est tout à fait possible que... Alors Mathilde, on ne vous entend pas. On va retourner à table et on va effectivement pouvoir... C'est important de vous écouter quand même. C'est pas mal d'avoir les explications. Oui, parce que je vous le fais d'ici, ça marchera très bien. Voilà, allons-y. Donc pour faire simple, le chemin législatif de cette proposition de loi n'est pas terminé. Il a été voté ce texte le 8 juillet. La gauche s'est ensuite saisie et a demandé au Conseil constitutionnel de regarder. La décision du Conseil constitutionnel doit arriver au plus tard le 10 août. Le 10 août, c'est vraiment la date limite. La décision peut arriver bien en avant. J'ai échangé avec certains membres du Conseil constitutionnel et on me disait qu'à ce stade, on ne pouvait pas me donner plus de détails. Donc, affaire à suivre, ça va encore alimenter les plateaux. Une fois que la décision des sages sera rendue, deux possibilités s'offrent au président de la République selon l'article 10 de la Constitution. Le chemin logique est la promulgation de la loi et ensuite on prend les décrets d'application pour aller clairement dans le concret. Mais l'alinéa 2 de cet article 10 prévoit si le président que le président puisse demander une nouvelle délibération. Et donc, dans ce cas-là, le texte repart au Parlement et on reprend les discussions. Alors, c'est arrivé que 3 fois, j'ai trouvé 3 exemples sous l'histoire de la Ve République. C'est assez rare. Et le contexte dans lequel cela s'est fait précédemment était très différent. Pour la faire simple, sans rentrer dans un jargon trop difficile, il y a eu le cas en 1985 et en 2003. C'était François Mitterrand et Jacques Chirac. Il y a eu des textes qui ont été en partie retoqués par le Conseil constitutionnel qui déclarait qu'il y avait certains passages qui étaient contraires à la Constitution et les présidents ont préféré dans les 2 cas corriger ces textes-là avant d'arriver à une inapplication ou de repasser par une autre loi. Donc on voit que le contexte il est quand même très différent. Là le texte il a été adopté et on attend la décision des sages et on sait du côté du président de la République que pour le moment c'est silence radio et l'entourage du président nous fait savoir qu'on attend bien tranquillement la décision des sages avant de bouger. Alors, de toute manière il ne peut rien arriver avant le 23 septembre qui est le début de la session au Parlement. C'est la session extraordinaire puisque la session après elle commencera en octobre. Donc quoi qu'il arrive, rien ne peut se passer au Parlement avant fin septembre. Alors fin septembre, on ne sait pas à combien de signatures on sera. En tout cas, on est déjà à 1 600 000 aujourd'hui. Les politiques, ça ne peuvent pas l'ignorer, Mathilde. Oui, alors c'est devenu un fait politique parce que c'est la première fois depuis 2019 qu'existe cette possibilité de faire des pétitions, que le seuil des 500 000 signatures requises a été franchi. Le compteur continue. Et donc, cette pétition, elle donne droit, entre guillemets, à ces citoyens d'avoir un débat à l'Assemblée. Le débat, normalement, il est sans vote. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se sont dit ouvertes à la tenue d'un nouveau débat. Là, par contre, en termes de calendrier, on n'a pas de date précise, puisque c'est la conférence des présidents, c'est un petit peu l'organe qui organise le débat à l'Assemblée nationale, qui doit statuer dessus. Et là, on sait qu'il va y avoir les discussions budget et tout ça, impossible d'avoir une date. Il y a la gauche qui s'organise et qui demande que cette pétition soit suivie d'un débat avec vote, ce qui permettrait de remettre un petit peu la question et de demander à chaque
parti de se positionner et de voir qui au final vote pour ou contre après les nouveaux débats. C'est peu probable à ce stade-là. La gauche joue un petit peu sa carte là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres options, Mathilde ? Oui, et justement, c'est la gauche qui s'organise sur les niches parlementaires. Les niches parlementaires, c'est la possibilité pour un groupe politique, pendant une journée, de décider de l'ordre du jour des textes qui sont débattus. Chacun en a par session. Et cette niche parlementaire, on a déjà entendu du côté des écologistes, Sandrine Rousseau, ou même des socialistes, la volonté, si rien ne se passe, de proposer un nouveau texte qui doit être débattu pour abroger la loi du plomb. Alors ça, pareil, en termes de calendrier, va falloir attendre un peu parce que la niche parlementaire des socialistes, elle est en décembre et celle des écologistes en février. Donc ça renvoie encore à dans longtemps. Et la deuxième possibilité, c'est un référendum. Emmanuel Macron, lors de ses vœux 2025, avait dit qu'il souhaitait consulter les Français sur des sujets déterminants. Est-ce que le président va considérer que cette thématique-là est un sujet déterminant qui justifie un référendum ou pas? Et la deuxième possibilité, c'est le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée. C'est pas le RIC que demandaient les Gilets jaunes. Là, c'est très compliqué à mettre en place. Oui. Il faut 1/5 des parlementaires, donc ça fait à peu près 185 soit députés, soit parlementaires, soit sénateurs. Et il faut 10% du corps électoral, ça fait près de 5 millions d'électeurs, donc on voit que c'est quand même difficile. Oui, effectivement, c'est pour ça que ça n'a... Pardon ? Rien n'est impossible. Mais pas impossible, vous avez raison de le dire, François Gémen. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas, il faudra déjà attendre la décision des sages, qui devrait donc intervenir d'ici le 10 août sur la constitutionnalité de la loi du plomb. Et le président ne pourra donc pas s'exprimer avant cela. On va regarder d'ailleurs ce que dit à l'entourage de l'Élysée à LCI. Le chemin de cette loi n'est pas terminé puisque le Conseil constitutionnel a été saisi. Le président ne peut dès lors pas s'exprimer tant que les sages n'ont pas rendu leur décision. Guillaume Roquette, il y a une pression sur le président de la République quand même ? Il y a une pression ou il y a une occasion à saisir peut-être pour lui, pour revenir dans le jeu. On sait qu'Emmanuel Macron est totalement marginalisé dans la vie politique intérieure depuis sa dissolution calamiteuse et une Assemblée nationale qui est sans majorité. Donc en fait, il a perdu la main. On l'a dit depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, l'essentiel de l'initiative parlementaire, elle vient des députés ou des sénateurs. C'est ce qu'on appelle les propositions de loi, parce que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le tandem président de la République, gouvernement, il n'a plus la main parce qu'il n'a pas de majorité. Et donc Emmanuel Macron peut être tenté de faire un coup, entre guillemets, avec ce projet de loi. Sauf que c'est pas simple, à mon avis. Par exemple, il ne proposera pas de référendum parce que lui-même n'est pas très sûr de sa position. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie de faire un cadeau à la gauche et en même temps, il veut apparaître comme étant moderne, favorable à tout ce qui peut être le bien-être des Français. Et donc, je pense que c'est pas un sujet suffisamment clivant, suffisamment intéressant pour lui pour qu'il le fasse. Et puis un dernier mot quand même. Le détricotage de sa politique écologique. Absolument. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Sauf que sur ce sujet-là, de mémoire, si c'était sous Emmanuel Macron, effectivement, que ce produit avait été interdit. Juste un dernier mot pour dire, et ça c'est un point de vue personnel, mais si vous me permettez d'exprimer, que je ne trouve pas satisfaisant démocratiquement qu'on dise on va attendre l'avis du Conseil constitutionnel. Parce que je trouve que c'est aux parlementaires et pas au Conseil constitutionnel de décider de ce qui est bon ou non pour le pays. Mais ça, c'est un autre débat. Le Conseil constitutionnel peut aussi s'exprimer sur la constitutionnalité d'une loi qui doit être votée, dans la Constitution, qui a été votée pour le coup, la 5e République, qu'on connaît tous autour de cette table, il n'est pas écrit que si l'acétamipride est ou non autorisé. Donc le Conseil constitutionnel, la vérité, c'est comme d'habitude, il va interpréter cette loi selon sa propre subjectivité, et après il dira c'est du droit. Mais à mon avis, c'est plus de la politique. Renaud, quand même, une petite question. C'est vrai qu'on se souvient du slogan d'Emmanuel Macron lors de sa campagne pour son deuxième mandat. Le deuxième mandat sera écologique ou ne sera pas. C'est quand même lui qui a dit ça. Oui, finalement, le second mandat, il est en crise politique. Et donc, et ça, il l'est vraiment. Et effectivement, dans une crise politique continue, où vous n'avez pas de majorité, vous avez une majorité relative, eh bien, vous êtes pieds et poings liés sur les textes de réforme. Et puis, de toute façon, ce qui obnubile tout le gouvernement et tous les députés de la majorité relative, c'est de savoir si, au moment du budget, François Bayrou et son gouvernement chutera ou ne chutera pas. Parce que c'est avant tout les questions financières qui vont occuper la rentrée. Je pense toutefois que pour Emmanuel Macron, pour l'instant, il y a un piège.
C'est un piège, ce qui se passe. Parce que soit, effectivement, il persiste, et dans ce cas-là, vous avez une partie, on verra à la fin de l'été le nombre de pétitionnaires, vous avez une partie des Français, il est à 20-21% de popularité. Hein. Oui. Et c'est stable depuis 2-3 ans, hein, et notamment dans l'excellent baromètre Figaro Magazine Sofres. Vous avez un président très impopulaire qui n'écouterait pas une partie des Français, lui qui a vanté la démocratie participative. C'est très compliqué. Il demande une nouvelle délibération. Bon, le débat à la rentrée, qui ne change rien à l'affaire, franchement, moi je trouve ça ubuesque. C'est vraiment des mécanismes institutionnels, issus de la Ve République, mais qu'il faut changer. On n'est plus dans le gaullisme des années 60 ou 70. Et évidemment, grand hommage au général de Gaulle qui a donné des institutions stables. Mais c'est plus, on est en 2025. Oui, ça permet quand même aux partis politiques de pouvoir se positionner quand même. On voit la difficulté en fait. Et les jeunes générations vont dire ah bon. Non, mais en fait, on voit la difficulté qu'il y a de comment on intègre tous les partis quand on est en campagne. Ils disent il faut de la participation, il faut que les citoyens s'impliquent et autres. Et en fait, on voit dans les différents mécanismes, la Convention citoyenne pour le climat que vous connaissez très bien, ou d'autres, on a essayé des débats ou autres, et là c'est un des mécanismes pour essayer d'avoir de la participation citoyenne. On voit que c'est difficile après à intégrer, comment on s'en sort, quelle est la légitimité de ces pétitions-là face à la légitimité des députés qui sont, et des parlementaires de façon globale qui sont élus. Donc on voit qu'il n'y a pas encore les moyens de tout le monde veut associer les citoyens, mais quand ils donnent leur avis ou quand c'est par des pétitions, des manifestations et tout, c'est pas pris en compte. Donc en fait, comment on fait? Et c'est ça où on est dans une crise démocratique qui est multiple en fait. Alors nous sommes avec Véronique Le Floch. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la coordination rurale. Comment est-ce que vous la regardez, vous, cette pétition qui monte et ces signatures qui augmentent comme ça d'heure en heure? Bonjour. Bien écoutez, pour la coordination rurale, tout ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, c'est une pétition avec le million de signatures largement dépassé, mais tout ça n'est rien finalement. Quand on réfléchit bien, si c'était une pétition avec 20-30 millions de signatures, oui, nous serions satisfaits et oui, nous aurions l'impression d'avoir un signal positif de la part de ces signataires qui en même temps diraient « nous sommes prêts à multiplier par 2, par 3 notre budget alimentation » parce que nous voulons soutenir nos agriculteurs, parce que nous voulons cette agriculture et nous reconnaissons que en leur supprimant les moyens de protéger leurs plantes, leurs animaux, il y aura 2 à 3 fois moins de production. Donc nous devons faire cet effort budgétaire pour l'alimentation. Et ça passe par ça. Donc finalement, 1 million, 2 millions de signatures, ce n'est rien, ce n'est pas suffisant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... nous sommes dans l'Europe ou nous ne sommes pas dans l'Europe. Finalement, ailleurs en Europe, dans 26 pays sur 27, ils ont des moyens de production différents aux nôtres. Alors si on veut s'isoler, qu'on arrête avec cette Europe, parce que cette Europe, je voudrais vous faire part d'une émotion profonde qui nous touche, nous, à la coordination rurale, c'est qu'en ce moment où on se parle, on nous applique une loi européenne pour abattre tous nos troupeaux. Et qu'en ce moment même, on ne sait pas où sont nos gars dans les campagnes parce qu'on est en train de tout abattre. On est en train de détruire notre patrimoine culinaire, nos AOP, et que même avec un recours au Conseil d'État, nous ne sommes pas entendus. Le rouleau compresseur, il est mis. Nos productions animales, nos productions végétales, on va tout détruire. Et un syndicat qui devrait être là pour remonter le niveau de vie des agriculteurs, pour faire en sorte que demain, ils soient bien plus nombreux à s'installer, on se rend compte que tout le monde est contre nous. Et cette pétition, j'espère qu'elle atteindra des dizaines de millions de voix et que finalement, tout le monde se dira « oui, on veut d'un référendum d'initiative partagée pour une nouvelle agriculture » conforme à la charte de l'environnement, pour la santé, pour l'environnement, ce qu'on fait déjà. Mais finalement, que tout aille dans ce sens et qu'il n'y ait plus de dichotomie entre les paroles et les actes. Donc finalement, vous êtes finalement du côté de ces citoyens aussi qui signent pour cette pétition, qui signent pour une agriculture plus saine, pour que vous soyez finalement plus accompagnés et qu'un projet aussi soit un peu plus pensé, plus élaboré pour vous accompagner, vous ?
Alors nous, on reconnaît qu'on a déjà une agriculture propre, puisque justement, il y a une surtransposition des normes européennes au niveau de la France. Donc nous, on n'a rien à se reprocher. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est cette concurrence déloyale. C'est ne pas avoir le droit de produire comme les autres pays européens ont le droit. Et surtout, ce qui est injuste, c'est qu'on n'interdit pas certaines entreprises qui produisent des produits phytosanitaires, donc des produits des soins des plantes notamment, en Europe, des produits qui sont interdits d'utilisation en Europe, mais qui sont fabriqués en Europe pour être exportés. Et les produits finaux, les produits alimentaires, reviennent dans nos assiettes. Alors à un moment, soit on est logique, et on est logique jusqu'au bout, donc on interdit toutes ces importations, et on interdit aussi la fabrication même de ces produits. Donc voilà, c'est juste un alignement de la logique que l'on demande, mais surtout pas une condamnation de l'agriculture française qui est déjà déficitaire en milliards d'euros en fruits et légumes. Et donc, avec tous les accords de libre-échange qui vont arriver, avec tout ce qu'on vient de signer avec l'Ukraine, c'est insupportable pour nous autres agriculteurs et on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Oui, effectivement, et vous soulevez beaucoup de questions dans votre témoignage. Merci beaucoup, Véronique Le Floch. Vous restez d'ailleurs avec nous. Bruno Cotresse nous a rejoint, politologue et chercheur au CEVIPOF. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'opposer ces citoyens qui sont en train de signer avec abondance pour cette pétition. Et c'est vrai que François Gémen parlait aussi d'un exutoire quelque part, de pouvoir aussi dire voilà, moi je veux contribuer au débat et je suis frustré par les différents reculs environnementaux et je veux avoir ma voix au chapitre. Et l'agriculture qui, elle, effectivement, doit être accompagnée pour transitionner. Oui, c'est clair que c'est un peu le cœur du débat, d'une certaine manière. Comment arriver dans ce pays aujourd'hui à gérer nos désaccords ? On voit qu'il y a un sujet qui est un peu transversal à plein de dossiers. On est en désaccord sur ces questions, sur le climat, sur les retraites, sur le travail, sur les déficits. Et on voit qu'à chaque fois, on retombe un peu sur le même problème. Comment arriver à débattre entre nous de nos désaccords et arriver à trancher sur des solutions qui soient à peu près acceptables pour tout le monde. Et on tourne en rond autour de ce problème depuis des années, au fond, en France. On voit que cette question est lancinante, elle revient. Il n'y a pas 6 mois qui se passent sans que ça revienne sur un sujet. Dans 6 mois, ça sera un autre sujet. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de surtout pas se mettre dans nos mauvaises habitudes, qui est, au fond, que les uns se restent contre les autres, chacun se renvoie la balle, oui. Chacun dit c'est la faute des autres. Il y a déjà pléthore de conflits comme ça dans notre pays. Certains disent les déficits, c'est la faute aux retraités, etc., etc. Donc, qu'on arrive à essayer un peu de sortir par le haut. Et là, pour le moment, on voit qu'on est vraiment... C'est un incroyable effet de levier pour regarder plein de problèmes du modèle démocratique français, ce qui est en train de se passer, la rapidité du succès de cette pétition, le fait que ça communique pas bien entre démocratie directe et démocratie représentative, qu'on n'arrive pas à faire coïncider ces deux, à faire travailler ensemble ces deux. Donc, c'est très, très, très intéressant ce qui est en train de se passer, très évocateur, très métaphorique, au fond, de problèmes du modèle démocratique français. Loïc Hervan, est-ce que vous réagissez à ça ? Oui, je crois qu'on est dans une société qui, globalement, a de plus en plus de mal à accepter l'effort et la contrainte. Y compris quand la contrainte, elle est démocratique, et quand cette contrainte, c'est que quelqu'un d'autre vote à votre place, un député comme moi. Et finalement, c'est assez symptomatique de ça. Moi, j'ai des gens qui m'interpellent, qui me disent « mais j'ai voté pour vous, et là, vous votez pas comme moi je veux ». Oui, mais c'est quand même le principe de la démocratie représentative. Et on a de plus en plus de mal à accepter toutes les contraintes, y compris celle-ci. Moi, je trouve que c'est extrêmement symptomatique, effectivement, de ce qu'on vit. Mais je crois qu'il faut aussi entendre la parole des agriculteurs, ce que disait Madame Le Floch. Vous imaginez, vous êtes agriculteur français, vous n'auriez pas le droit d'utiliser un produit, et à 10 km, votre concurrent espagnol, il peut l'utiliser, et par ailleurs, ce produit, il est utilisé par plein d'industriels qui vendent des produits qui sont mis sur les chats, les chiens, qui sont mis par terre pour lutter contre les fourmis, etc. Vous avez les enfants qui nagent là-dedans. Mais c'est incompréhensible. Et évidemment, vous vous sentez visé dans votre capacité à produire, et au-delà, dans ce que vous êtes. Et donc, je crois que ça aussi, il faut être vigilant là-dessus.
Alors, pour revenir effectivement à ce que peut faire ou pas le président Macron, on disait qu'il attendrait effectivement la décision du Conseil constitutionnel. On va regarder cette tribune de professeur de droit qui est parue dans Le Monde aujourd'hui. Emmanuel Macron a la possibilité de ne pas promulguer la loi du plomb lorsqu'elle lui sera soumise. Regardez ce qu'ils disent. Le président dispose de la faculté ouverte par l'article 10, alinéa 2 de la Constitution, de demander une nouvelle délibération au Parlement. Et bien que cette prérogative ne fut utilisée qu'à 3 reprises, il s'agit d'une véritable forme de droit de veto suspensif permettant au chef de l'État de ne pas promulguer une loi et de la renvoyer au Parlement. C'est donc possible, Guillaume Roquette, c'est une possibilité qui s'offre au président, s'il le souhaite. C'est une possibilité qui a été employée dans le passé. Et là, le président de la République apparaît comme une espèce d'arbitre, en disant, puisque de toute évidence, il y a une forme d'opposition entre ce que pensent les Français et ce que pense le Parlement, eh bien, on recommence. Oui. Je pense que c'est ça qui est important. Si le président de la République simplement disait, je ne promulgue pas la loi comme Jacques Chirac l'avait fait au moment du salaire de première embauche. Le CPE, le contrat première embauche. Le contrat première embauche, merci, qui avait été porté par Dominique de Villepin, son Premier ministre. Là, pour le coup, c'est pas normal démocratiquement, parce que l'expression de la souveraineté populaire, dans une démocratie représentative, elle est aussi au Parlement. Donc, qu'on dise aux parlementaires, écoutez, là, il y a un malaise, donc s'il vous plaît, retravaillez, pourquoi pas. En revanche, si le président dit, non, moi je promulgue pas, et on en reste là, à ce moment-là, ça voudrait dire que 3,5-4% du corps électoral peut remettre en question une décision qui a été prise, même si c'est dans des conditions particulières, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ça, je pense que d'un point de vue démocratique, ce serait un précédent extrêmement dangereux. Oui, mais est-ce que ça ne voudra pas dire aussi que cet outil de démocratie participative ou directe, tel qu'il l'avait souhaité aussi, parce qu'on rappelle quand même que c'est le président de la République qui a mis sur le tapis, qui a proposé ces outils, est-ce que ça veut dire aussi que ça peut fonctionner finalement et que les citoyens peuvent participer à la vie de la cité, Bruno Cotresse? Oui, bien sûr. Et donc on voit qu'on retrouve là aussi un certain nombre de contradictions. Par exemple, sur les conventions citoyennes, tout le monde n'est pas non plus d'accord sur le débouché d'une convention citoyenne. Il y en a qui disent, au fond, le débouché naturel, c'est carrément les conventionnels qui font la loi. Au bout d'un moment. Et c'est vrai que le chef de l'État, lorsqu'il avait dit « je reprendrai sans fuite », c'est presque ça qu'il a dit. D'autres disent « non, une fois que la Convention a émis des avis, qu'elle a délibéré, c'est à la démocratie représentative, aux parlementaires de reprendre le manche ». Et on voit qu'il manque dans nos institutions un dernier mètre de tuyau, de la tuyauterie, pour aller de l'un à l'autre. Et donc tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura toujours ce problème on a développé de nouveaux outils auxquels les citoyens maintenant sont attachés, qui sont intéressants vraiment. Et puis en même temps, on n'a pas complètement les outils ou l'outillage institutionnel pour faire en sorte que ça corresponde l'un avec l'autre. Il n'est pas question de dire que le Parlement ne doit pas être dans son rôle. Évidemment, il est l'élu du suffrage universel. Il n'est pas question aussi de dire aujourd'hui que les citoyens doivent attendre 5 ans la prochaine élection pour s'exprimer à nouveau. Et dans toutes les démocraties, on a ce sujet. Donc là, en France, aujourd'hui, il s'impose quand même. On ne passe pas 6 mois, 1 an sans qu'on en revienne à ce sujet. Loïc Caron. Oui, moi je crois qu'on n'a pas trouvé la formule magique entre démocratie directe, démocratie représentative, mais moi je crois à la démocratie représentative et je pense que justement là, ça serait quand même un très mauvais signal, parce que céder à un contexte dans lequel on a joué, on en parlait tout à l'heure, avec une peur, avec beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news, etc. Moi, ça me paraîtrait être un signal, pour le coup démocratique, extrêmement mauvais, extrêmement délétère. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de ceux qui, à gauche aujourd'hui, défendent cette logique pétitionnaire, si on avait le même sujet, et je ne doute pas qu'on va avoir maintenant d'autres sujets pétitionnaires, mais plutôt avec des thèmes d'extrême droite qui là aussi vont utiliser l'émotion, je pense qu'on aura beaucoup moins de soutien à cette logique pétitionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est pas géométrie variable, c'est soit on valide les 500 000 signatures qui étaient le seuil et on la prend quel que soit mais en fait, pour le faire texte. Un débat. Oui. Renaud Pilat. Sans vote. Oui, mais il va falloir qu'on repense nos institutions parce que on va vivre de toute façon 2 ans extrêmement difficiles, parce que on n'a jamais vu une période aussi longue avec une majorité relative extrêmement faible dans des temps politiques et géopolitiques extrêmement compliqués, avec une dissolution qui a mis toute la classe politique et donc les Français dans une situation inextricable. Sur des exemples de délibération à partir de pétitions,
vous allez me dire petit pays, mais nos amis belges, et notamment ceux qui nous regardent, ils ont mis en place, il y a quelques années, un système qui fait que 2000 personnes, bon, c'est en fonction évidemment de la population, ça serait beaucoup plus en France, 2000 personnes qui signent une pétition avec un certain nombre de règles. Il faut que ça soit pas huluberlu, il faut que ça respecte bien sûr les droits humains, la Convention européenne des droits de l'homme, il faut que ça concerne la région de la Wallonie. C'est qu'en Wallonie, eh bien, lorsqu'il y a cette pétition de 2000 personnes qui est signée, s'il y a accord des présidents de groupe du Parlement de la Wallonie, eh bien, la création d'une commission délibérative avec des élus et des citoyens. Et cette commission délibérative s'empare de ce sujet pour pouvoir répondre à une demande d'une partie de la population. À l'échelle française, ça serait peut-être compliqué, mais ça veut dire que nos voisins européens, parce qu'ils sont en régime parlementaire, ont quand même beaucoup plus le sens depuis des décennies du compromis, qu'on n'a pas de la discussion, en France, d'échange d'arguments. Nous, déjà, on était depuis des décennies en guerre civile permanente entre la droite et la gauche. Emmanuel Macron est arrivé sur les décombres des vieux partis. Maintenant, on a 3 blocs. Voire plus l'arrivée de la démocratie numérique qui fait que maintenant tout le monde peut donner son avis. Donc il va falloir que la France change notamment ses règles institutionnelles pour pouvoir remettre de la respiration et du souffle là-dedans. Je ne parle pas pour les 2 ans à venir. Là, on est dans une période ubuesque. Mais ça sera, à mon avis, un grand thème de la présidentielle 2027. On ne peut pas rester en guerre civile sur tous les sujets, alors que nos voisins européens, je n'idéalise pas, mais ont quand même des débats qui sont un peu plus modernes. Cela dit, parfois en Belgique, François Gemmen, ça peut durer quelques années aussi avant d'avoir un gouvernement. Encore à l'heure où nous parlons, à Bruxelles, un autre gouvernement régional, le gouvernement n'est toujours pas formé alors que les élections ont eu lieu en même temps que les élections européennes en juin 2024. Attention, en Wallonie, c'est aussi un mode de scrutin proportionnel, ce qui, en termes de culture, du consensus et d'affrontement, change un peu aussi l'atmosphère du débat. Mais je pense qu'il faut passer à la proportionnelle. En France, ça sera un autre débat, parce que lorsqu'il y a 3 blocs, le système majoritaire fait que ça ne marche plus du tout. Alors effectivement, là on en est à 1 600 000 signatures, mais vous le disiez tout à l'heure quand vous nous avez expliqué les différentes pistes sur la table, pourquoi pas un référendum d'initiative partagée, 4,5 millions de signatures, enfin à peu près, non, on va dire 4,8 millions de signatures, 1/5 des parlementaires. Ça c'est un outil qui est disponible aussi depuis 2008, suite à une modification de la Constitution, mais ça n'a jamais été utilisé. On peut imaginer que ça le soit, Bruno Cotresse ? Oui, en tout cas, voilà, c'est théoriquement possible. On a vu toutes les difficultés. Là aussi, c'est un sujet autour duquel on tourne depuis pas mal d'années. Lorsque le RIP a été proposé, c'était une vraie avancée, considérée comme une vraie avancée démocratique. Mais on a vu par contre que sa mise en œuvre répondait à des critères presque impossibles à réunir, notamment les 10% du corps électoral et près de 5 millions d'électrices ou d'électeurs qu'il faut réunir. C'est un seuil beaucoup trop haut, et on voit que ça crée là aussi des malentendus, des tensions, des frustrations. Pendant les Gilets jaunes, il y avait tout ce débat sur le RIC plutôt que le RIP. Voilà, on voit là aussi, encore une fois, un débat français autour duquel on tourne, qu'on n'arrive pas à faire déboucher sur quelque chose de plus inclusif, de plus fluide pour les citoyens, qui se retrouvent mieux, qui aient mieux le sentiment que le système politique est à l'écoute. Je rappelle quand même que, d'après les études que nous produisons au CEVIPOF, je pense notamment à notre enquête annuelle sur la confiance, le tableau que les Français ont de la vie politique, de la classe politique, est calamiteux. C'est absolument catastrophique. Les gens ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être respectés. Ils voient l'univers de la politique comme un univers bunkérisé qui ne communique plus avec le pays. J'exagère pas du tout, c'est vraiment ce que nous avons dans nos données. Et donc on voit que si on veut essayer de progresser, de remplir, au fond, de remettre de la confiance, il faut effectivement trouver des solutions pratiques. Il ne s'agit pas de faire de grandes révolutions idéologiques ou institutionnelles. Des solutions pratiques qui donnent davantage, rejoint Renaud Pilat, qui donne davantage aux citoyens le sentiment que le système est à l'écoute et qu'il arrive à régler des problèmes. Le succès de la pétition aussi, à mon avis, c'est une sorte de faille dans le bunker. Voilà, avec peut-être une opportunité pour le président de la République de rebondir sur cette pétition, François Gemmen, lui qui parlait d'un deuxième mandat écologique ou pas. C'est certain que jusqu'ici, on assiste à un détricotage en règle des quelques avancées qui avaient été obtenues en matière d'écologie sous son quinquennat. Donc, effectivement, moi je crois que là où nous ne parvenons pas à réussir l'écologie en politique, c'est qu'elle nous apparaît comme une contrainte et qu'on n'est pas parvenu à en faire un vrai projet mobilisateur et fédérateur pour l'économie et pour la démocratie. Et ça, je pense que c'est le gros souci, et c'est ça qui explique largement les reculs écologiques auxquels on a assisté ces dernières semaines. Oui, et ce qui
qui prouve effectivement le succès de cette pétition, Renaud, c'est le fait que ce soit la santé publique qui soit mise aussi sur le devant de la scène. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui explique cet engouement. Oui, effectivement, la santé. Vous regardez les 5 priorités des Français dans les dernières enquêtes d'opinion, et vous regardez et vous avez les 5 sujets qui peuvent effectivement enflammer, cliver l'opinion de façon extrêmement forte. Mais c'est encore une fois, c'est pas. Je suis désolé, mais le climat, par exemple, ne mobilise pas. Il y a des tas de documentaires ou ceci qui sont faits. Et, par exemple, des audiences sont faibles parce que ça ne mobilise pas. Mais sur les ZFE, par contre, l'argument de la santé n'a guère mobilisé. Absolument. Alors que la vraie raison d'être des ZFE, c'est au départ une raison de santé publique. Véronique Le Floch, je vous vois réagir. Alors, tout ça s'inscrit dans justement ce que nous, à la coordination rurale, défendons. Déjà, nous avons rejoint le mouvement de Alexandre Jardin avec les gueux par rapport à la PPE 3. Et nous avons rédigé un RIP, donc un référendum d'initiative partagée que nous avons déjà présenté à de nombreux députés, sénateurs, puisqu'il faut recueillir la signature de 185 d'entre eux. Donc, ils sont tous favorables, mais pour le moment, les signatures ne se cumulent pas. Donc, ce RIP, qui s'inscrit justement dans l'article 11 permis par la Constitution, donc permis depuis 2018 par Emmanuel Macron, on l'inscrit justement pour l'intérêt d'une consultation des Français par voie référendaire sur la sécurité alimentaire, la santé des consommateurs, la souveraineté agricole française. C'est dans le contexte de la crise existentielle et structurelle que traverse l'agriculture. C'est pour l'intérêt économique et social du million de personnes travaillant dans nos fermes, auxquelles on associe tous les millions de salariés du secteur du para-agricole, l'intérêt environnemental, et donc dans le respect justement de la charte environnementale. Donc tout ça, on aimerait le porter. Bien sûr, ça va être difficile de passer cette première étape parce qu'ils sont tous d'accord, mais ils ne veulent pas mettre leur signature en bas. Et après, si on passait cette étape, la validation par le Conseil constitutionnel qui se donnerait 1 mois, et si ça passe cette étape, il faut encore les 4,8 millions de signatures. Effectivement, donc, et ça prend un certain temps. De faire évoluer tous ensemble les consommateurs, les citoyens. Donc, on s'est associé aux gueux comme je Merci Véronique Le Floch. Vous restez avec nous parce qu'en fait, on fait une courte pause et on se retrouve dans un petit instant pour la suite de notre grand dossier. À tout de suite sur LCI. Retour sur le plateau du Grand Dossier, on se pose cette question, loi Duplon, une pétition peut-elle changer cette loi? On va aussi se poser cette question dans cette toute dernière partie de la France. Peut-elle tout toute seule? On sait que ce texte réintroduit un insecticide jugé dangereux pour l'environnement et la santé publique. Celui-ci est autorisé dans 26 pays sur 27 dans l'Union européenne jusqu'en 2033. La France l'avait interdit en 2020. Laura Latchamp, vous êtes avec nous. Bonjour et merci beaucoup. Nos agriculteurs dénonce une concurrence déloyale, que ce soit dans nos accords de libre-échange, mais aussi au sein de l'Union européenne. Oui, un sujet polémique en effet. Pourquoi elle fâche? On le rappelle, car la loi réintroduit sans délai et sous condition l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit depuis 2018 en France, mais autorisé dans l'Union européenne, et cela jusqu'en 2033. L'acétamipride est autorisé dans 26 pays sur 27 en Europe. Répétait encore Laurent Duplon. Il s'agit d'une mesure réclamée notamment par les producteurs de betteraves, de noisettes, de pommes et de navets. Toujours selon Laurent Duplon, en continuant à interdire ce pesticide, la France fait courir une concurrence déloyale à ses agriculteurs. Oui, ce qui ne va pas dans le sens des scientifiques. Oui, tout à fait. Rappelez-vous, au mois de juin dernier, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, déclarait que cet insecticide est autorisé partout en Europe parce qu'il n'a pas été jugé par les scientifiques européens comme dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine. De son côté, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dans un avis de 2013, s'interrogeait sur la non-toxicité de l'acétamipride pour le cerveau, c'est-à-dire le risque d'un effet nocif sur le cerveau lors de son développement chez un fœtus ou un enfant. Elle estimait qu'elle n'était pas suffisamment documentée par l'industriel et qu'une autre étude devait être menée.
Le sénateur LR, donc Laurent Duplon, le martèle à nouveau en continuant à l'interdire. La France fait courir une concurrence déloyale à ses agriculteurs, dont elle fait des boucs émissaires en leur disant vous ne pouvez plus avoir aucun moyen de production, mais par contre on vous livre à la concurrence de vos voisins, puisque eux vont pouvoir continuer à utiliser ces produits qui vont leur permettre d'avoir une forme de rentabilité économique et de rendement. C'est ce qu'il a indiqué dimanche, c'était chez nos confrères de France Info. Évidemment, tout cela relance le débat autour du Mercosur, un accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine ou le Paraguay, mais relance également le débat du traité de libre-échange entre les pays européens. En clair, l'accord Mercosur permet d'importer par exemple plus de viande aux hormones ou encore, on en parle largement en ce moment, de pesticides interdits. L'accord libre-échange entre les pays européens permet la réalisation d'un espace de libre-échange sans droit de douane ni restrictions quantitatives à l'importation. En fait, tout cela relance également le débat économique, des diminutions de rendement pour les agriculteurs qui se sentent menacés dans leur production, dans leur filière, les agriculteurs français qui se sentent lésés par rapport aux autres agriculteurs européens. Effectivement, et c'est tout le débat. Merci beaucoup, Laura. Guillaume Roquette, la France peut-elle quelque chose toute seule au sein de l'Union européenne? Oui, elle le peut, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, puisque seul parmi tous les pays de l'Union européenne, nous avons décidé d'interdire ce produit. Le résultat des courses, c'est qu'il y a un certain nombre de productions, notamment celle de betterave, qui permettent de faire le sucre, qui sont en grand danger à cause de maladies, je crois que ça s'appelle la jaunisse de la betterave, et à cause d'un puceron que permet de supprimer ce néonicotinoïde. Et je crois que là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que les Français, ils veulent que les frontières soient ouvertes parce que ça permet d'avoir des produits moins chers, et en même temps ils veulent une espèce de protection maximum. C'est le culte du principe de précaution. Sauf qu'il y a là une contradiction, parce que si on décide de continuer à avoir des frontières ouvertes mais qu'on veut faire cavalier seul sur des sujets aussi importants que cela, le résultat des courses, c'est que nos sucreries vont fermer et que donc on va importer des produits de l'étranger. Et je crois que là il faut une forme de cohérence, et donc si on n'arrive pas à se décider tous ensemble en Europe, il va y avoir un problème. Et ça aussi, c'est un peu une maladie française, c'est ce qu'on appelle la surtransposition de la norme européenne, c'est-à-dire que nos fonctionnaires nationaux font du zèle et ils ont tendance toujours à en rajouter une louche, peut-être pour montrer qu'on a encore besoin d'eux, malgré le transfert de la réglementation du pays vers l'Europe. Le résultat des courses, c'est qu'on est un peu paralysé. Oui, Véronique Le Floch, pour conclure, vous êtes encore avec nous, présidente de la coordination rurale. Est-ce que la France, elle peut montrer une voie au sein de l'Europe ? Je pense qu'il faut rajouter par rapport à tout ce qui est dit et tout ce qui fait peur, c'est que quand on parle de cette toxicité pour les abeilles, pour l'eau et pour l'environnement, on parle des 4 néonicotinoïdes autre que l'acétamipride. L'acétamipride est 2300 fois à 4000 fois moins toxique que le sont les 4 autres. Et parmi les 4 autres, il y a l'imidaclopride, qui est l'insecticide qui est dans les colliers anti-chiens. Donc, c'est ça que tout le monde doit savoir. Donc, est-ce que la France réussira à faire bande à part? Est-ce qu'on est prêt à la condamner alors que le traitement des betteraves, c'est déjà sur la graine, et en plus, c'est uniquement 1,3% des surfaces agricoles en France. On a aussi la production de noisettes qui est condamnée. Alors que j'ai acheté une tablette de chocolat tout à l'heure volontairement pour voir, on était avec une belle marque, 7% de noisettes, donc plus de noisettes en France, mais des noisettes d'ailleurs qui auront eu ce traitement. Donc soyons logiques jusqu'au bout, plus de contrôle aux frontières et on interdit tout ce qui ne correspond pas à nos normes. Mais dans tous les cas, soit on choisit de condamner définitivement l'agriculture française, de dépendre de toutes les importations pour notre souveraineté alimentaire et on valide la signature de tous les accords de libre-échange, mais on ne parle plus alors de renouvellement des générations, ce qui est un vrai débat de société. Effectivement, c'est un vrai débat. Merci beaucoup Véronique Le Floch, en tout cas d'être intervenue dans le grand dossier. Merci aussi à tous les 5.